5, on est en direct et c'est touche pas à mot. Je voudrais encore une fois de plus vous remercier de nous avoir placés encore une fois hier. Premier Talk de France, on était loin devant nos amis de TMC, de Quotidien, parce qu'on était à plus de 300 000 téléspectateurs devant eux. Donc merci à vous, et loin devant France 5 également. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à nous regarder. Et franchement, on se régale. On vous retrouve tous les soirs. Sachez qu'en plus, cette année, la dernière, enfin avec votre serviteur, ce sera le 13 juin, jeudi 13 juin. Oh. Donc voilà, c'est bientôt. Et oui, les chéris. Et donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de faire le maximum au cours de ces 2 dernières semaines et demie. Et après, après, bien sûr, je vous donnerai des nouvelles. Après, c'est Pascal de la Tour du Pin. On prendra la suite. Pascal de la Tour du Pin, bien sûr, transfuge de BFM qui m'a coûté une petite fortune. Merci. Je me devais de la faire travailler un petit peu plus. Merci. On va revenir avec Nadine Morano sur toute l'actualité, bien sûr. Merci Nadine d'être avec nous. Et je le répète, tous les votes comptent pour les élections européennes. Pour le 9 juin, tous les votes comptent. Donc ça, c'est très important de le dire et de le redire. Ça arrive à grands pas. Et si vous aimez bien quelqu'un, si vous voulez qu'il soit représenté, par exemple Nadine Morano, elle est numéro 6 sur la liste, il faut que, si vous aimez Nadine Morano, il faut que les Républicains fassent 10%, on va dire 10%, comme ça elle est sûre d'y être, elle est contente, elle va à Strasbourg, elle m'appelle dans le train, elle va chez le coiffeur, et tout est content. Tout est bien. Non mais c'est vrai. Et au moins, elle se bat pour ses idées et pour vos idées. Mais il a la mémoire courte, parce qu'il ne m'a pas appelé quand j'étais chez le coiffeur. C'est vrai? Il m'a appelé il y a très longtemps, quand j'étais au gouvernement. Alors, il était à la radio. C'est vrai? Allô, c'est Cyril Hanouna. C'est vrai, je l'appelle. Il me piégeait au téléphone. J'ai toujours aimé appeler Nadine. Et je répondais. Ouais, c'est vrai, toujours. Toi, mais Nadine, je le dis, et là je fais pas de politique, mais dans la vie, voilà, c'est une personne que tout le monde aimerait avoir en pote. Parce qu'elle est sympathique. Toujours, elle est dynamique. J'aime pas moi les gens qui dorment. Voilà, c'est l'anti-Glucksmann. Non mais franchement, elle est sympathique. Elle peut parler de tout. Elle est intelligente. Elle va vite. Elle connaît tout. Elle est cultivée. Je vous jure que c'est vrai. C'est quelqu'un, voilà, que elle le sait dans la vie. Et elle sait que je l'adore. Voilà. Moi aussi, c'est réciproque. Je te dis, non mais parce que t'es vraiment, c'est un kiff. Je t'ai au téléphone, je fais un kiff. Voilà, je te le dis. Voilà, tu sais quoi, t'es un petit peu Donc si vous m'aimez bien, je vous le dis, votez pour la liste de François-Xavier Bellamy. Parce que je ne veux pas être élu que moi. Hein. Je veux absolument que Geoffroy Didier, qui est 11, revienne au Parlement. C'est un excellent parlementaire. Allez-y massivement. Geoffroy, mets ton maillot, tu vas peut-être rentrer. Geoffroy Didier, oui. On a le droit de poser des questions? Bien sûr, mais chez vous. Oui, allez-y. Non, mais déjà, madame, j'adore votre vision de l'Europe parce que vous êtes vraiment une Européenne. Et en fait, cet amour de l'Europe, je trouve qu'il est important parce qu'aujourd'hui, on décrédibilise beaucoup l'Europe. Oui. Et on n'a qu'à voir ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui avec le Brexit, où c'est une catastrophe intersidérale. Donc c'est une chance, l'Europe. Mais vous n'arrêtez pas de parler de Nicolas Sarkozy, très bien. Mais vous ne trouvez pas qu'il murmure à l'oreille de Macron? Finalement, son fils spirituel, c'est Darmanin. Et en fait, il a un peu abandonné les Républicains. Et en fait, c'est pas un problème, ça, pour vous? Avant que vous ne répondiez, sachez que François Hollande dîne chez elle. Merci. Il est drôle, à ce qui paraît. Il est très drôle. Il est drôle. Merci, non, mais c'est important de vous le signaler. Ça vous apprécie. Bien sûr. Il est drôle, mais il est sectaire en politique. Hein. Et pas qu'en politique. Parce que franchement, après le mandat de Nicolas Sarkozy, l'accueil qu'il a fait quand... La passation, oui, merci. La passation de pouvoir, elle a été scandaleuse quand même. Bien sûr. Hein. Et puis même après, dans la gestion de son mandat, plutôt que de prendre expérience sur son prédécesseur ou de continuer certaines politiques qui auraient mérité d'être continuées, eh bien, il a tout bousillé parce que ça avait été fait par Nicolas Sarkozy. Vous savez quel est le seul conseil qu'il a demandé à Nicolas Sarkozy? Quelle est la meilleure boulangerie aux abords de l'Élysée? Je vous le dis, pour amener des croissants. Pas la meilleure marque de scooter, ça... Exactement, ça oui. Alors, Nadine... En tout cas, je ne suis pas son chef de cabinet à François Hollande. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que du coup, Sarkozy a abandonné quelque part les Républicains, puisqu'il est beaucoup plus proche aujourd'hui. Il y a même Rachida Dati, qui est une de ses muses, qui est au gouvernement. Donc en fait, si, quand même. Oui. Donc malgré tout, Sarkozy n'est plus du côté des Républicains. Et est-ce que c'est un problème justement pour décoller dans les sondages? Non. Alors moi, je vais vous dire, d'abord, j'ai beaucoup de fierté à avoir servi la France à ses côtés au gouvernement et d'avoir aussi appartenu à cette même famille politique. Figurez-vous que je l'ai connu lorsqu'il était secrétaire national à la jeunesse du RPR. Et moi, j'étais petite déléguée des jeunes RPR, avec les jeunes là, qui sont de mon département, qui sont venus de Meurthe-et-Moselle, qui sont les jeunes républicains aujourd'hui. Voilà. Eh bien, moi, voilà, Nolan, Anthony...
et tous ces jeunes qui sont là. Eh bien, moi, j'étais déléguée des jeunes. Vous êtes vaches parce qu'eux sont venus de Lorraine spécialement Oui. et tous les Merci à eux. autres les regardent à la télé, donc c'est sympa. voilà. Mais moi, j'étais déléguée des jeunes RPR de mon département, de Meurthe-et-Moselle, donc de Nancy, quand Nicolas était secrétaire national à Genève. Donc on a fait un parcours ensemble absolument extraordinaire jusqu'à cette conquête du pouvoir, jusqu'à arriver au Conseil des ministres avec lui. Et aujourd'hui, il est dans une autre période de sa vie. Il n'est plus président de la République. Il est toujours notre président de cœur des Républicains. Moi, je l'ai vu, j'ai mis une photo même sur Twitter, là. Il n'est pas là. Là, le Twitter, Non, mais ma photo avec Nicolas Sarkozy, là. Ouais, vraiment qu'ils l'ont. Voilà. Ils l'ont. C'est incroyable. Voilà, ça. c'était il y a la semaine dernière, en fait. On sent la Patricia Cass sur cette photo. J'aime bien. C'est vrai, Et donc, en fait, moi, vous savez, tout le monde veut aller voir Nicolas Sarkozy. Ouais, c'est vrai. Tout le monde. Tout le monde. C'est vrai. Tout le monde. D'ailleurs, même Jordan Bardella, quand il parle de lui, il l'appelle le président. Je sais, je sais. Même Jordan Deluxe. Donc, non, mais, franchement. Et donc, du coup, Nicolas Sarkozy, maintenant, il est un peu sur... Ouais, c'est ça, c'est le sage. Exactement, c'est le sage, c'est vrai. Le sage. Ouais. Que tout bord politique, les gens veulent le rencontrer pour avoir des Et c'est bizarre. Gabriel Attal. Et les gens vont pas tellement voir François Hollande. Non, c'est pas du tout pareil. c'est Parce bizarre. que lui, au moins, c'était un bon président et qu'il a eu des bons résultats. Donc, on va s'inspirer de son expérience. Et aujourd'hui, je veux pas le mettre dans une situation de dire allez, il faut que tu dises tu vas voter pour un tel ou pour un tel, pour un tel. Non, je sais très bien. Et il a ses amis sur sa liste. Il a Brice Hortefeux, qui a été son ministre de l'Intérieur. Ouais, ça, ouais. Juste après vous. Voilà, Septième. et qui a été un excellent parlementaire européen, qui a été un excellent ministre, qui est l'ami proche de Nicolas Sarkozy. Et ensemble, on peut apporter cette expérience. Alors, moi, j'entends ceux qui disent il murmure à l'oreille de Macron. Non, je trouve ça sain dans une démocratie que le président Bien sûr, bah oui. appelle le président Moi, je qui trouve lui a précédé. Je trouve que ça prouve une humilité du chef De de l'État. l'intelligence. Après, il lui donne Que des François conseils. Hollande, il a appelé personne. Il écoute Par pas. des meufs. Il lui avait proposé de faire un contrat de gouvernement. S'il veut pas faire un contrat de gouvernement, le président actuel, ça le regarde. Nicolas Sarkozy, ce qu'il voudrait, c'est qu'on mette Nadine. au service de la France notre expérience. C'est ce qu'on fait. Nadine, vous avez explosé les compteurs. Là. En termes de temps de parole, là. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Vous restez quand même parce qu'on aime bien. Puis il y a Bernard Montiel, c'est important que vous soyez à côté de lui, ça lui fait du bien. Nadine, je vous pose une question. C'est la question sur un bateau. Il y a Marine Le Pen, Éric Zemmour et il y a Jean-Luc Mélenchon. Vous devez en sauver deux. L'autre, il échouera sur une île déserte et il vendra des merguez à vie. Alors, comme je suis chrétienne et plutôt organisée, Oui. je pars sur un bateau, Oui. je prends une bouteille avec truc, il y en a qui tombent, je sauve les trois. Non, alors on peut Ah pas. si, bah voilà, ça Non, vous on peut arrange pas. pas. Eh ben, on peut oui, pas. je Mais non. suis Vous voulez que j'en laisse un crever On peut pas. Non, mais on peut pas. Vous voulez Non, que mais- je vous réponde non, mais, Mélenchon, allez, descends 3000 mètres. Voilà, donc c'est Mélenchon, va très bien. Toute vie humaine mérite d'être Vous inquiétez sauvée. pas, Mélenchon, mais je vais vous dire, il y a Gilles Verdès qui va arriver, qui va sauver Mélenchon, donc vous inquiétez pas. Moi, je sauverai tout le monde par Bien principe sûr, d'humanité. bien sûr. Oui, mais bon, là, objectivement, c'est- politiquement, Ouais. je le foutrais bien dehors. Hein. Ce type de Voilà. scandale. Bah oui, on est d'accord. C'est dommage. Regardez ce qu'il est devenu. En fait, C'est on a ça parce que l'impression- vous savez que je l'aimais bien moi à l'époque. Non, mais il est devenu un ennemi de la France. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est quand vrai. même incroyable. Je suis exactement ça. Vous avez bien. Incroyable. Ouais, c'est un ennemi de la France. C'est devenu un ennemi de la France. Alors, excellent orateur. Bien sûr, ouais. Il galvanise les foules, mais vous savez, on en a vu d'autres qui galvanisent Ah, bien les sûr, foules, qui ah, étaient bien. hyper dangereux. Hein. Exactement. Eh ben, je le trouve dangereux pour la France. Merci. Et Bon. que quand j'entends des jeunes me dire Mélenchon, et qu'est-ce qu'il fait pour toi? Il fait rien. Pour l'école, ton Il fait rien, travail, il fait rien la pour sécurité personne. dans ton pays, Ah, la bien maîtrise sûr. de ta culture, Oui. de ton mode de vie, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Bien sûr. Il ne parle qu'aux étrangers. La seule chose, ils parlent des européennes, c'est uniquement avec le drapeau de Gaza pour faire croire qu'on va pouvoir importer au sein du Parlement européen Gaza alors qu'ils sont fiches Mais c'est ça, moi c'est ça qui me rend fou. Alors justement, là-bas. je vais revenir sur ce que j'ai dit hier, Nadine, parce que il y a eu énormément de réactions sur ce qu'on a dit hier.
ce qu'on a dit, et je le répète une fois de plus, et je vais le répéter, parce qu'on va avoir des images à l'appui, en plus qu'on va parler de ça, avec tout ce qu'ils ont fait hier, la LFI. J'ai dit, moi, que tout le monde, que des gens soient indignés par ce qui se passe au Proche-Orient et qu'ils soient extrêmement émus par la situation. Je comprends, et on l'est tous ici. Mais on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon et ses équipes, et toute cette petite clique, à la limite, ils se servent à chaque fois de chaque petit fait, de chaque gros fait, de chaque gros événement, pour essayer d'en faire encore un élément de campagne et un élément de propagande. Et c'est insupportable, parce que je ne les sens pas sincères. Moi, je vais vous dire, moi, je peux accepter toutes les idées, à partir du moment où elles sont sincères. Et après, à partir du moment où il y a un débat, et où il y a une personne qui expose ses idées, et qui dit, voilà, moi je pense ça, ça et ça, mais je suis sincère dans ma démarche, et je crois en ce que je dis, et je suis profondément, j'ai une conviction profonde dans ce que je dis. Jean-Luc Mélenchon et toute son équipe, ce n'est que de l'électoralisme, c'est tout. C'est horrible à dire, mais c'est vraiment, ils sont pas sincères. Un instant, je les ai reçus des dizaines de fois ici, je les connais. Là, en ce moment, il se passe ça. Ils se disent, bah tiens, il y a peut-être un électorat à aller chercher ici. Il se passerait autre chose. Jean-Luc Mélenchon, c'est une girouette, on l'a dit. Les mecs, il était contre le voile il y a quelques années. Il était contre le voile il y a quelques années. C'était le premier à dire, oui, pas de voile dans l'espace public. Aujourd'hui, voilà, Jean-Luc Mélenchon, c'est une girouette, et ils sont tous à son image. Après, le problème qu'ils ont aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont tellement incompétents qu'ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils ne connaissent tellement pas leur dossier. Une Mathilde Panot, un Louis Boyard qui était ici, voilà, on le sait. Il était très sympa ici. Il nous a dit qu'il était dealer. C'était très sympa une fois, voilà. Et voilà, c'est le seul truc dont on se souvient de lui. Hein. Il nous a dit ici qu'il dealait de la drogue. Bon, voilà, c'est pas bien, faut pas le faire, bien entendu. Mais lui, il était tout heureux de le dire. Donc voilà. Mais sinon, on voit bien qu'ils sont incompétents. Et l'incompétence, c'est parfois la pire. C'est la pire chose pour un homme politique, parce que l'incompétence peut faire dire des choses et faire prendre des décisions qui sont complètement à l'encontre du bon sens. Et c'est ce qui se passe avec la LFI en ce moment. Comme ils sont tout un groupe, en fait, ils se montent entre eux. On dirait qu'ils sont en classe et qu'ils se disent qui va faire la plus grosse connerie. J'ai vu le mec hier qui a sorti le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, le député. Et je vous dis, alors ici, on a donné notre avis. S'il y a des règles à l'Assemblée nationale qui défendent la cause palestinienne, il n'y a aucun problème. Mais il y a des règles à l'Assemblée nationale. On ne doit pas brandir un drapeau. C'est clair, c'est simple, c'est clair. Ils l'accueillent tous après. Il est revenu après. Ils l'ont tous accueilli en héros. Jean-Luc Mélenchon, il a fait une petite tape sur la joue comme si c'était le parrain et qu'il était fier de lui, de ce qu'il avait fait. Non mais, mec, il y a des règles, on les respecte. C'est insupportable. Et après, moi je vous le dis, j'ai eu un accrochage avec Louis Boyard ici. Quand on voit ce qui s'est passé avec David Guiraud et la façon dont il a traité un autre député, je vous dis qu'il ne nous donne pas de leçons parce que c'est inadmissible. Franchement, et c'est un exemple déplorable. Ce qui montre actuellement à l'Assemblée nationale et partout où ils passent, que ce soit en télé, en radio, c'est un exemple déplorable. Et ils sont en train de se mettre hors jeu. Et quand je les vois de plus en plus bas dans les sondages, on se dit bien entendu que les Français ne sont pas dupes. Hein. Les Français, ils voient bien ce qui se passe, ils voient bien qu'ils n'ont plus aucune crédibilité et qu'aujourd'hui, la France insoumise s'est mise hors jeu de la démocratie. Je suis désolé. Ils se sont mis hors jeu. Et on leur a donné leur chance ici maintes et maintes fois. Je les ai reçus. C'est peut-être ceux que j'ai le plus reçus et d'ailleurs que je recevais le plus dans mes émissions, que ce soit politique ou pas. Et ils se sont mis hors jeu d'eux-mêmes parce que c'est insupportable. C'est la course au buzz et c'est la course, vraiment, je vous dis, j'ai envie de dire, au désastre permanent. À chaque fois qu'ils prennent la parole, on a l'impression qu'ils veulent faire réagir les gens sur des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. C'est insupportable. On va parler justement de tout ça parce qu'on a énormément d'images. Et quand on les voit faire la fête là sur le camion, je peux vous dire, je ne vois pas la sincérité. Quand je vois Ima Hassan aussi qui arrive le lendemain d'un drame et qui est tout sourire et qui se salue la foule, comme si c'était le pape, les mecs, un peu de décence aussi quand même. Hein. Allez, on va revenir sur ce dossier et on va revenir, bien sûr, aux origines. On va revenir sur le bombardement à Rafah. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous compreniez bien? Je sais qu'il y en a qui me disent, voilà, nous, c'est de la géopolitique, Cyril, on ne comprend pas bien voilà, ce qui se passe, etc. On va vous expliquer tranquillement ce qui s'est passé pour voir quelles ont été les conséquences et pourquoi ça s'est tellement envenimé à l'Assemblée nationale hier et après, pourquoi il y a eu toutes ces manifestations derrière en France et ailleurs. Gauthier Lebret est avec nous, il peut rentrer, merci Gauthier. Merci, vous faites une entrée vous maintenant, bah, asseyez-vous, merci. Vous êtes à côté de Nadine. C'est un plaisir. Vous avez déplacé Nadine, bah, très bien, merci. Oui, et on a avec nous Ludovic Mendes, député Renaissance. Merci Ludovic d'être avec nous, c'est la première fois que vous venez. Deuxième.
Deuxième fois, ce ne sera pas la dernière. Merci Ludovic, merci d'être là en tout cas. Ça va bien? Ça va. Allez, on va parler de tout ça. Juste Gauthier Lebray, est-ce que vous pouvez expliquer clairement ce qui s'est passé depuis le début, très rapidement, depuis le 7 Sur octobre, Rafah. depuis le 7 octobre, et ce qui s'est passé là à Rafah, parce qu'il y a, bien entendu, il y a plusieurs sons de cloche. Hein. Oui. Alors, vous savez, quand l'offensive de l'armée israélienne a commencé, il y a eu ordre qui a été donné à la population palestinienne de se déplacer non loin de la frontière égyptienne, à Rafah, côté Gaza. Donc, vous avez énormément de réfugiés, des milliers de réfugiés qui sont descendus dans la bande de Gaza vers Rafah. Et donc, ce qui a été touché, c'est un centre de réfugiés. Une quarantaine de morts. Ce sont les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Plus de 40 morts. Puisque, et ça c'est la version donc, de l'armée israélienne, le but de cette frappe était de toucher 2 terroristes du Hamas. C'est ce qu'a dit le porte-parole de l'armée israélienne. Ouais. Ensuite, évidemment, toute la lumière sera faite. Hein. Je vous apporte les différentes versions. Bien sûr, exactement. Voilà. Oui. Toute la lumière sera à faire pour comprendre très clairement ce qui s'est passé. Ensuite, il y a un incendie qui se serait donc déclaré C'est et ça. qui aurait causé la mort de plus de 40 personnes, dont des enfants. Et ça, bien entendu, toute la communauté internationale. Et on a vu les images qui sont absolument Exactement. Et tout le monde, bien sûr, a été extrêmement triste et a dénoncé, bien entendu, ce qui s'est passé. Et il y a plusieurs sons de cloche au niveau de la cause de cet incendie. Et ce qui choque beaucoup, c'est que la population a eu ordre de se déplacer à Rafah pour justement éviter les bombardements dans le nord de la bande de Gaza. Et aujourd'hui, ils sont rattrapés par ces bombardements. D'accord. J'ai vu qui avaient aussi, qui disaient, voilà, il y en a qui disent qui affirment qu'une seule bombe avait été utilisée à Rafah et que l'incendie ayant coûté la vie des civils aurait pu être déclenché par des explosifs du Hamas. Ça, c'est la version de... La version de l'armée israélienne. Exactement. Et il En y a... disant que seule sa bombe ne peut pas déclencher cet incendie. D'accord. Encore une fois, c'est le porte-parole de Tsahal. Et donc l'armée israélienne, donc Tsahal, a publié aussi un enregistrement entre 2 habitants de Gaza qui prouverait cette version, enfin leur version. Voilà, donc on va écouter, on va vous montrer bien sûr cet enregistrement, et après vous nous direz l'autre version, bien entendu, la version bien sûr de l'autre camp. Écoutez. لما زعجهم دخيرا لما صوت السلاح بدا يتفجر وهذا ما يحكيهم مستودع سلاح بارد طلع يعني الكويس اللي خبطوها اليهود مش قويه يعني صاروخ صغير وعرضه صار يطلع توابع لتفجيرات كثير. Alors, ça, c'est un document De l'armée israélienne. énormément tourné. Que vaut ce document, Gauthier Lebray? Vos documents. Non, mais c'est important parce que... C'est une armée de la seule démocratie de la région. Donc voilà, après, moi je n'ai pas authentifié ce document, on peut prendre que les éléments qu'on a, donc la version de l'armée israélienne, et puis évidemment, c'est pas du tout celle du Hamas. Et je rappelle que le Hamas est un groupe terroriste, donc tout ça est à prendre évidemment, et il ne faut pas renvoyer dos à dos une démocratie et un groupe terroriste, il faut toujours bien le rappeler. Après nous ici, voilà, je vous le dis, on suit le truc, et quoi qu'il arrive, c'est vrai que quand on voit ces images, que ce soit Nadine, que ce soit... C'est un drame absolu. Bah voilà, c'est sûr, voilà, c'est un drame absolu pour tout le monde. Après, c'est vrai qu'on a envie de savoir, voilà, parce on est aussi dans une guerre de communication Bien sûr, d'information. énorme. Voilà, et on sait que, voilà, donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que cet enregistrement aussi a fuité. Aussi, c'est aussi voilà, pour aussi essayer... Il a été diffusé par l'armée israélienne pour voilà, alimenter leur version. Alors, donc, il y a eu donc ce drame, et derrière, il y a donc ce député qui a brandi un drapeau palestinien donc à l'Assemblée nationale. On va revoir cette image. Ce député, alors c'est Sébastien Delogu, qui est un ancien chauffeur de taxi. Lui, en fait, c'est un des protégés de Jean-Luc Mélenchon. Il était son chauffeur personnel aussi. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc, Il l'a fait présenter dans les quartiers nord de Marseille. Il a été élu lors des dernières législatives. regarde. Vous ne pouvez pas faire abstraction des tirs quasi quotidiens, indiscriminés sur les territoires israéliens, quasiment tous les jours. La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bourreau. C'est inadmissible. Allez, la séance est suspendue. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête 2 petites secondes sur cette image. J'aimerais votre avis, bien sûr, Ludovic Mendes, sur ça. Là. Vous y étiez, en plus J'arrivais dans l'hémicycle. Ouais, c'est ça. Donc là, bon, vous dites, de toute façon, avec la France insoumise, il se passe toujours quelque chose. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous?
Provocation volontaire, donner la sensation qu'il n'y a qu'eux qui sont en capacité de parler d'une C'est ça. population qui subit certaines atrocités d'un côté comme de l'autre, parce qu'on ne met pas dos à dos le Hamas et le gouvernement israélien, ça c'est certain, mais elle est victime surtout du Hamas, cette population, et on oublie de le dire aussi assez souvent, les femmes, les enfants sont utilisés comme des boucliers. Donc en fait, leur objectif à eux, c'est de cliver, comme d'habitude. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Vous l'avez dit, c'est un très proche de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on ne peut pas retirer ça, comme certaines autres personnes. On l'a vu avec Adrien Quatennens aussi, qui a été applaudi à plusieurs reprises alors qu'il a été condamné pour violence conjugale. Tout ça démontre qu'il y a des personnes au sein du groupe de la France Insoumise qui œuvrent au nom de Jean-Luc Mélenchon dans le clivage permanent. Leur seul objectif, c'est de cliver et de faire en sorte de prendre le dessus sur le débat public, et après d'aller chercher au sein d'une jeunesse qui ne comprend pas toujours tout, en fait, de dire, regardez, c'est nous qui vous représentons et les autres ne vous représentent pas, alors que là, le ministre allait justement leur dire ce que disait le président de la République et encore le Premier ministre, que c'était indigne ce qui s'était passé et qu'on était tous choqués par ce qui s'était passé et qu'on attendait que l'ONU agisse rapidement. Donc ça montre bien une chose. Ils veulent être les seuls à être... C'est les seuls. Ils veulent être vus comme les seuls à défendre ce qu'ils appellent une cause perdue aujourd'hui d'un point de vue démocratique. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas les seuls. Et la manière dont ils le font que d'une seule façon, c'est d'insulter l'Assemblée nationale. Et ça, c'est assez compliqué. Et ils se sont disqualifiés de facto dès le 7 octobre en ne jamais nommant le Hamas comme une organisation terroriste. Aucun d'entre eux, d'ailleurs. Alors, si Alexis Corbière, Raquel Garrido... Oui, mais Alexis Corbière et Raquel Garrido, justement, ils ne sont pas sur la même ligne, ils ont été un peu mis de côté. Exactement. Raquel Garrido a été autant sanctionnée dans la durée de sa sanction qu'Adrien Quatennens. Non, mais ça y est, on les a mis de côté. Ça y est, eux, ils sont... Voilà. Donc oui, voilà. Et Daniel Obono a dit que c'était même des résistants, les terroristes. Exactement. Voilà, oui, José. Bon, Daniel Obono... C'est juste une question d'incompétence aussi. C'est comme, je vous le dis, c'est comme Mathilde Panot aussi. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'incompétents dans ce parti, et c'est le problème. Quelques minutes après, il y a David Guiraud, donc qui venait souvent ici sur ce plateau, encore de la LFI, et il y a eu une altercation avec Meyer Habib, donc qui lui est un autre député. C'est le député. De la 8e section. Exactement. Qui contient Israël. Exactement. Et donc, regardez cette altercation qui a tourné partout. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que c'est extrêmement violent. Ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé le cochon ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, hein. Je suis en pleine interview. Qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. C'est un scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous n'avez rien à faire. Ils sont moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça. Qu'est-ce que vous dites de ça, Nadine? Vous savez, je suis allée en Israël après les attaques du 7 octobre. Je suis allée dans le kibbutz de Be'eri. Je suis allée à Sderot. J'ai été dans les hôpitaux, dans les souterrains, quand on entendait les missiles qui étaient en train d'arriver. Israël protège son peuple avec le dôme de fer. J'ai vu ces images qui sont terrifiantes. Bon, après, vous êtes obligé de voir un médecin parce que vous avez du mal à évacuer les images que vous avez vécues. Et j'ai compris pourquoi ceux qui avaient vécu la Shoah ne pouvaient pas en parler, en fait. Ça ne relève pas de l'humanité. Ce sont des monstres, en fait. Et vous savez, ce monsieur, quand il traite, ce Guiraud, quand il traite Meyer Habib de porc, c'est un propos profondément antisémite. Exactement, oui. Profondément antisémite. Ce monsieur, Guiraud, ne défend pas la cause palestinienne. Non. Vous savez que la France a toujours défendu, tous les présidents confondus, la vision et la volonté de deux États. L'État d'Israël et l'État de la Palestine. Bon. Ces gens, s'ils défendaient vraiment la population palestinienne, alors qu'Israël a été attaqué et qu'Israël doit aller chercher ses enfants, ses bébés qui sont dans les tunnels. Donc, s'il voulait vraiment que tout s'arrête, le Hamas devrait déposer les armes
et rendre les otages, rendre les enfants. Si votre fils, si l'un de vos enfants, vous le saviez, dans un tunnel enfermé, comme l'a été Miachem, dont la mère arrive à Paris aujourd'hui et qui a été libérée, quand vous voyez ce qu'ils ont traversé, ces femmes violées, ces enfants abattus, ces jeunes qui étaient en train de danser pour la paix et qui dansaient pour la paix au Festival de Nova, qui ont été abattus sans leur laisser la moindre chance de s'en sortir. Voilà ce que sont que ces salopards, ces salauds du Hamas, que eux défendent et dont ils se font les avocats. Parce que s'ils voulaient un État palestinien, s'ils voulaient défendre la population palestinienne, ils diraient, il faut créer cet État palestinien, il faut des élections. Depuis 2006, il n'y a pas eu d'élection en Palestine. Depuis 2007, le Parlement palestinien ne s'est pas réuni. Quelle est aujourd'hui la légitimité de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas? Avec qui pouvons-nous parler pour construire un État palestinien réel? Il y a eu des hommes de paix. Il y a eu El Sadat qui a été abattu. Il y a eu Begin. Ils ont eu tous les deux le prix Nobel de la paix. Ils ont tenté de construire cela. Il faut non pas être dans la provocation de la haine, mais trouver des solutions pour ramener la paix. Moi, quand j'étais à Sderot, il y a plusieurs années d'ailleurs, donc qui est juste à côté de la bande de Gaza, le maire, Alon Davidi, voulait construire une zone franche économique. Au même titre que De Gaulle et Adenauer avaient réussi à construire les bases de cette Union européenne économique pour travailler ensemble et pour que, tout à l'heure je vous parlais de Marlène Modler, c'est que pour que la France et l'Allemagne, qui ont été des ennemis depuis toujours, soient maintenant le couple moteur de cette Union européenne. Il n'y a pas de fatalité à la guerre. Mais avec des gens comme ça, celui-là, là, le député, là, qui me fait honte, honte. Moi, quand j'ai vu les images que j'ai vues des massacres de ces enfants et que je sais qu'il y a des otages retenus à Gaza, quand je le vois avec ce drapeau, qui est le drapeau palestinien, et qui se fait l'avocat du Hamas, ça ne le dérange pas de savoir qu'il y a des dirigeants du Hamas qui sont au Qatar et qui, eux, ne prennent pas les bombes. Hein. Eux, ils sont couverts de milliards. Et pendant ce temps-là, la population civile sert de bouclier. Et l'État d'Israël, qui est un des rares États, pendant un conflit, a diffusé par avion des documents pour leur dire « Attention, il faut que vous partiez parce que nous allons mener des opérations militaires » qui invitent la population à se déplacer. On va mettre en accusation Israël qui tente d'aller chercher ses enfants. Quel État n'irait pas chercher ses enfants? Quel État? Eux, ils ne veulent pas qu'ils aillent chercher les enfants? Non, mais... Il y a un bébé là qui est encore là-bas. Et les bébés palestiniens, madame, à un moment donné? Mais non, mais c'est... Oui. Non, mais c'est vrai, les bébés palestiniens, ça justifie de tuer les bébés palestiniens? Cette question, elle est intéressante parce que... Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut parler de ça aussi. Alors, répondez là-dessus, Nadine Morano. Mais justement, moi, les bébés palestiniens, leur vie a autant d'importance qu'un bébé israélien. Bah, comme vous parlez, on ne dirait pas. Mais si. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, vous voyez, quand Israël a été attaqué, ils sont venus dans les maisons. Vous savez, moi... Ok, mais là, on parle de la Palestine, du coup. Non, mais attendez. Parce que ça s'est fait hier, ça s'est fait il y a 2 jours. Je veux parler d'eux aussi. Je vous explique. Je suis rentrée dans une garderie d'enfants. Vous pouvez regarder sur ma page Facebook parce que j'ai ramené un film et on voit ces images où on voit le sang encore par terre de ces enfants qui ont été abattus. C'est des personnes qu'on est venu attaquer. Là, on est dans une autre configuration. On est dans une configuration de guerre où l'État d'Israël doit aller chercher ses enfants, doit mettre à mal, enfin abattre ceux du Hamas. Mais il n'y a pas de souci, mais quel est le rapport avec les bébés palestiniens, du coup, qui sont tués? Quel est le rapport avec eux? Je comprends l'émotion que ça peut susciter. Malheureusement, une guerre, c'est terrible. Il y a toujours des victimes civiles. Ces victimes civiles, elles sont le fait de qui? Elles sont le fait d'Israël ou elles sont le fait du Hamas qui est venu déclencher une guerre, une attaque sur le territoire d'Israël? Et aujourd'hui, oui, une guerre, c'est ça. Oui, mais c'était un refuge. On leur a dit d'aller au refuge et au final, ils sont bombardés. Non, mais il vous a expliqué que dans cette opération militaire, il était question d'aller abattre... Oui, mais ça, c'est la version. Il y a plusieurs versions, c'est pas la version officielle non plus. Vous savez, le Hamas... Vous pouvez certifier maintenant que c'est la vraie version? Moi, je ne suis pas dans l'enquête. Je dis simplement... Non, mais vous ne pouvez pas... Enfin, j'essaye de vous faire comprendre que, d'un côté, il y a un peuple qui a été attaqué, qui doit aller chercher ses enfants. De l'autre, il y a le Hamas qui a construit, vous savez... C'est pour ça que ceux qui défendent cette cause de la Palestine, il faut savoir que le Hamas a construit sous Gaza des kilomètres et des kilomètres de tunnels. Si le Hamas voulait la paix,
il aurait plutôt organisé des élections. Oui, vous parlez du Hamas. Il faut départager Hamas et les civils palestiniens. Alors justement, on va revenir là-dessus. C'est ce que le Hamas... Non, je voudrais vous expliquer. Attendez, alors Nadine, 2 petites secondes, parce que j'aimerais bien qu'on reprenne là-dessus, et j'aimerais bien que vous répondiez à la même question de Polska, vous, Gauthier. Sans faire de bouclier. Oui, en fait. oui, bien, on va en parler dans un instant. Et Ludovic Mendes, j'aimerais que vous répondiez à la même question. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une question qui tourne énormément, hein, bien sûr, sur les réseaux, la même question de Polska. Bien À sûr, tout de suite. d'un enfant. Merci d'être avec nous. Il est 20h22, on est en direct. J'ai un très beau cadeau pour vous dans un instant. Pour le moment, on revient bien entendu sur tout ce qui s'est passé. Jean-Michel Maire, juste avant que vous diriez un truc tout à l'heure, parce que vous vouliez revenir juste sur David Guiraud. Oui, sur l'invective qu'il y a eu entre David Guiraud et Meir Habib, je trouve quelque chose qui est passé un peu inaperçu. Mais David Guiraud, il parle à Meir Habib en disant « ces gens-là », vous voyez, ces gens-là. Et quand il dit « ces gens-là », pour moi, c'est d'un antisémitisme terrible, parce que ces gens-là, ça veut très bien dire les juifs, c'est-à-dire les gens-là, les gens de sa communauté. Donc ça veut dire qu'il réduit des gens à leur confession religieuse, ce qui est terrible, parce que c'est justement pour ça qu'il y a eu les massacres du 7 octobre, c'est parce que les gens étaient juifs. Et donc là, le fait de dire ces gens-là, c'est d'un antisémitisme, je trouve terrible. Il faut bien comprendre, David Guiraud, hier, il dit face à Meir Habib, moi je suis touché par toutes les morts. C'est faux. À Tunis, il se rend à Tunis, il fait un déplacement avec Rima Hassan, qui est dans la salle à ce moment-là. On l'interroge sur les massacres des terroristes du Hamas du 7 octobre. Et il relativise. Et après, il sera confronté aux images du pogrom à l'Assemblée nationale. Et il dira en sortant, plus jamais je ne parlerai avec un relativisme comme cela des horreurs du 7 octobre. Donc c'est pas vrai qu'il a été touché par toutes les morts. Polska, vous aviez posé une question. À l'instant, vous pouvez la poser à notre député Renaissance qui est avec nous ce soir. Voilà, c'est vrai que voilà, vous avez posé une question à Nadine Morano, vous pouvez la poser à Ludovic Mendes. Vous voyez ce qu'il pense de tout ça. Oui, alors du coup, quel est le rapport avec le peuple palestinien, avec les bébés palestiniens? Parce que moi, pour ne pas me faire mal comprendre, bien évidemment, le Hamas, personne n'est pour, c'est des terroristes. Mais pourquoi mélanger le Hamas et les civils palestiniens, du coup? On n'a jamais mélangé le Hamas et les civils palestiniens, d'ailleurs ni le Mais il n'y a président aucun de la mot de République ni le compassion, j'ai gouvernement. l'impression. Mais on a toujours été pareil. clair là-dessus. Le président de la République, dès le premier jour, a dit « vous avez le droit de vous défendre, mais en respectant le droit humanitaire Il a international. condamné la frappe sur Rafah. Il a condamné, il a parlé d'indignité. D'ailleurs, c'est compliqué même pour le gouvernement israélien de dire qu'il n'a pas fait d'erreur, parce que Benjamin Netanyahou lui-même, hier, a reconnu que c'était une erreur tragique. Donc ça prouve bien qu'il y a une erreur fondamentale qui a été faite. Et il a annoncé hier, d'ailleurs, soutenir l'Algérie dans sa demande de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat et le fait de pouvoir accompagner une démarche humanitaire sur Gaza. Le président de la République a été le premier aussi à proposer une coalition internationale en disant « Israël, vous ne pouvez pas vous défendre tout seul face à un groupe terroriste ». Pourquoi ? Parce qu'il est dissimulé dans la population, que c'est assez compliqué, qu'il n'y a pas d'organisation politique, ce n'est pas un État démocratique. Et pour certains, ça fait des parallèles avec ce qui peut se passer sur d'autres territoires, par exemple aux portes de l'Europe, entre l'Ukraine et la Russie. La réalité, c'est qu'on n'a jamais fait la différence. On a toujours dit une chose, tous, quand je dis nous, c'est la majorité, le gouvernement, le président de la République, c'est l'Israël a le droit de se défendre comme tout État qui se fait attaquer par le terrorisme, comme la France a été victime de terrorisme, malheureusement en 2015 et à d'autres périodes. La réalité, c'est qu'on demande juste une chose, c'est que les civils ne doivent pas être bombardés, les civils doivent être protégés, les civils doivent être accompagnés. Ça a toujours été clair. Il est certain que parfois il y a des voix dissonantes, on ne fait peut-être pas autant de bordel, pour ce terme, que certains à l'Assemblée nationale et sur les plateaux télé pour le dire, mais la ligne a toujours été la même, a toujours été claire. La France a été le seul pays dans le monde à tenir ce type de propos dès le premier jour. Justement, vous ne pensez pas qu'Emmanuel Macron devrait reconnaître le peuple de la Palestine? Il n'a jamais dit qu'il ne le reconnaissait pas. La France a toujours reconnu d'ailleurs la Palestine comme une organisation et les accompagne. En l'état, ce n'est pas le bon moment parce qu'il y a ce temps compliqué et que si on redonne les clés au Hamas, on va faire quoi? L'idée, c'est de renouer avec un renouveau démocratique. D'ailleurs, il y a un appel à une forme de force, de coalition internationale de la Ligue arabe et des pays arabes. Je rappelle qu'il y avait les accords d'Abraham, le Maroc, l'Égypte, l'Arabie saoudite. On sait aussi pourquoi le Hamas et l'Iran derrière a poussé en fait à cette attaque inhumaine, ce pogrom qu'on a connu le 7 octobre. Pourquoi? Parce que la force de la Ligue arabe est en train de se rapprocher en fait d'Israël. Donc ils avaient besoin de casser cette organisation-là. Il y a toute une réalité politique et géopolitique derrière. Et donc c'est pour ça que je vous dis juste une chose, il n'y a jamais eu de différence entre une âme palestinienne et une âme israélienne. Et moi qui ai travaillé sur les actes antisémites en 2022, qui a rendu un rapport à la demande du président de la République et du Premier ministre sur les actes antireligieux dans notre pays, je peux vous assurer qu'on n'a pas besoin de traverser la frontière pour voir ce qui se passe ici. Et les propos de David Guiraud ne font qu'une seule chose, c'est d'entretenir l'antisémitisme dans notre pays. C'est des jeunes de nos quartiers attaquer des juifs parce qu'ils sont juifs. Alors la France Insoumise hier, ils étaient en manifestival. Louis Boyard a organisé un manifestival. Louis Boyard, donc c'est le roi de la fête. Là-bas, c'est le David Guetta de la LFI. Regardez. Regardez ça.
tournée. Alors, regardez, mais ils ont fait plein d'autres sons. Hein, regardez, ils sont mis. Regardez, mettez toutes les images là, de tout ce qu'ils ont fait. C'était la fête. Hein. Ils dansent sur les morts. Ils ont raison d'avoir peur de nous. Vous êtes chaud, Paris? Aujourd'hui, on danse. Aujourd'hui, on fait du bruit. Aujourd'hui, on lève la voix pour la Palestine. C'est le feu! C'est le feu! C'est le feu! On a autant de poids dans les urnes que les racistes, que les fachos, que les islamophobes. Alors le 9 juin prochain, on compte sur vous. Faites du bruit aujourd'hui et allez voter le 9 juin. Alors ça, pour moi, c'est complètement indécent, c'est odieux. Hein. Ah, c'est affreux. Danser sur des morts. Ah oui. Ils dansent sur des morts. Oui, non, mais c'est... Mais au moins, le message de Manon Aubry a le mérite de la clarté. Ouais. C'est-à-dire que c'est même plus de la récupération politique. Là, on est au summum de C'est l'instrumentalisation. Voilà. On sent bien, vous en parliez tout à l'heure, le manque de sincérité, le cynisme électoral absolu. Et on pourrait faire une liste de tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit depuis le 7 octobre. Et il y a vraiment eu l'innommable quand ils se sont rendus à l'hommage pour les victimes israéliennes aux invalides, alors que les familles ne voulaient pas qu'ils soient là. Donc ils se comportent, voilà, ils dansent, ils sont heureux, ils ont le sourire. C'est tellement indécent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des collègues parlementaires, donc par respect pour la démocratie, les personnes qui ont voté pour eux, je vais peser mes mots, mais quand ils sont là en train de danser ou quand ils vont aux manifestations, quand ils vont à la confrontation avec des agents de police ou de gendarmerie avec leur écharpe bleu, blanc, rouge, c'est l'ensemble de la République qu'ils insultent. Quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on attend d'un parlementaire. On a le droit d'aller manifester, on a le droit de faire plein de choses. On a le droit de danser, de faire une manifestival, mais il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer dans notre pays et malheureusement, ils sont en train de dépasser toutes les limites. On a été menacés à plusieurs reprises. D'ailleurs, aujourd'hui est sorti sur leur magazine interne à la France Insoumise, une liste de parlementaires, de groupes qui ont voté pour la sanction de M. Delogu, en appelant ça les complices du génocide à Gaza. Donc pour eux, on est tous des complices du génocide de Gaza. Voilà en fait la réalité de ce qu'ils font. Moi, j'ai attrapé Louis Boyard une fois en lui expliquant qu'il était interdit de me taguer sur les réseaux sociaux parce que volontairement, il cherchait à ce qu'on se fasse insulter et menacer de mort. Et moi qui avais été menacé de mort 60 fois en 6 mois, je peux vous assurer qu'au bout d'un certain temps, ça pèse, en fait, pas simplement sur nous, mais sur les gens qui nous accompagnent. Et la manière dont ils se comportent, ce n'est que ça. Ils se sentent impunis. Ils ont un peu rien à faire des principes et des règles parce que leur objectif, ils le disent, c'est la révolution, c'est de retourner le pays, c'est de prendre le pouvoir. La seule différence, et je vais être honnête avec vous, c'est que dans certains quartiers et certains territoires qui étaient de gauche, les gens ont basculé chez le Rassemblement national. Pourquoi? Parce qu'ils disent la même chose sur plein de sujets d'un point de vue social, sauf sur immigration et sécurité, sauf qu'ils ne vont pas dans la rue taper des gens, ils n'appellent pas dans les manifestations à cramer le pays, et ça fait la différence. Eux, ils parlent même plus de la question sociale. Hein. Non, ils le font plus aujourd'hui. Ça ne intéresse plus. Le pouvoir d'achat des Français, ça les intéresse malheureusement, la réalité, c'est... Gaza, c'est leur unique sujet. Hein. Maintenant, c'est leur unique sujet, et ça pose un problème en interne de la France Insoumise d'ailleurs. Et les images qu'on a vues hier, franchement, à partir du moment où on a été sanctionné par l'Assemblée nationale, pourquoi on va sur un char avec son écharpe bleu, blanc, rouge pour se faire comme si on était félicité d'avoir fait ce qu'il a fait. J'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il a fait, il savait qu'il s'était interdit. Et tout le monde était interdit de brandir quoi que ce soit sur un drapeau, que ce soit dans l'hémicycle. Il est arrivé comme un martyr, il a été sanctionné. Regardez comme il est arrivé comme un héros. Mélenchon l'a félicité. Regardez. Et ça nous ennuie parce que ça nuit au débat. Ça nuit à notre débat. J'aimerais qu'on écoute Gilles Verdez d'ailleurs là-dessus, parce que je le vois, il est en train de bronzer, on dirait qu'il est sous lampe à UV. Vraiment, il n'est pas bien. Tiens, on préfère vous écouter, tiens, de le voir. Allez. Bon, alors, je cautionne pas tout ce qu'a fait la LFI, mais moi, je... pas tout, tiens, pour une fois. Non, vous cautionnez quoi? J'ai pas encore parlé, vous dites que vous ne connaissiez pas tout, qu'est-ce que vous cautionnez? Moi, c'est une affaire entre lui et vous, hein. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis minoritaire, mais je dis bravo à ce monsieur qui a brandi le drapeau palestinien dans l'hémicycle. Donc, vous poussez les gens à commettre des fautes, à commettre des choses qui sont hors la loi. Hors règlement. Bravo Gilles Verdez. Hors règlement. Hors règlement, d'accord. Et toujours pour la loi d'habitude. Ouais, mais bon, quand c'est la LFI, il n'est pas pour la loi. Bon. C'est la géométrie. Je vais essayer de finir. C'est une erreur, mais je trouve que c'est une erreur qui est
assumable. Et je trouve que pour dénoncer le massacre de Rafah, ça vaut le coup. Ceci dit, j'ai dit ici clairement que ce qu'a fait la LFI au moment du massacre en Israël était honteux. Mais là, moi, je ne trouve pas que ce soit scandaleux de brandir ce drapeau. Et quand vous parlez tous d'électoralisme à propos de ce que fait la LFI en exploitant, entre guillemets, ce sont vos mots, la situation dans la bande de Gaza, c'est pas de l'électoralisme, c'est de la politique. Ils vont chercher le vote musulman. Alors ça, c'est l'électoralisme. Vous venez de donner la définition de l'électoralisme. Vous venez de donner la définition de l'électoralisme. C'est de la politique. C'est Je ne peux même pas placer 3 mots. Je ne peux même pas placer 3 mots. Non mais, parce que Gilles, donc, ce qu'on leur reproche, c'est un manque de sincérité. Vous venez de dire. C'est de la politique. C'est politique, c'est pour aller chercher du vote. Bah oui, mais cherche. Que fait Vous sortez toutes les archives de Jean-Luc Mélenchon d'il y a 10 ans, il dit le contraire. Laissez finir aujourd'hui. Accepteriez-vous ça de Marine Le Pen à l'inverse? Accepteriez-vous ça de Marine Le Pen à l'inverse? La réalité, c'est que non, personne ne l'accepterait. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Ce que je Et dis, s'il y avait c'est le que... drapeau israélien, je vais vous répondre aussi alors. Ça aurait été, oui, ils auraient dû brandir le drapeau israélien le 7 octobre, d'accord. Mais je l'ai toujours dit. Mais là, vous les accusez en fait de faire de la politique. Regardez quand le rassemblement national. Le reconnaître. Quand le rassemblement. Mais tu peux te taire un peu, t'écoutes les gens de temps en temps. C'est mon petit chouchou, on se calme. On s'en redescend. C'est le chouchou de la Redoute. Excusez-moi. T'as mon arrière-grand-mère juste à côté de toi. Excusez-moi, monsieur Chouchou. Donc, ce qui se passe, c'est que quand le Rassemblement national prend les chiffres de la délinquance, les exploite, les surexploite pour obtenir des voix, vous ne dites pas qu'ils font de l'électoralisme, vous dites qu'ils font de la politique. Vous les accusez pas d'électoralisme. Non, on le dit, je pense que Gauthier le dit. Non, Gauthier Lebret, je n'ai jamais entendu dire ça. Vous m'écoutez tous les jours du matin au soir. Là, ce que fait... Non, je vous entends bien, c'est ici. Voilà. Non, ce que fait... Gauthier, tu aurais pu dire ça. Ce que fait la LFI, c'est d'aller chercher des voix du vote musulman. En quoi c'est un scandale? Ils font de la politique. Mais c'est un scandale. Et pourquoi c'est un scandale de se servir de drame? Ils ne se servent pas. Ils ne se servent pas. C'est très grave. Et là, parce que vous accusez... C'est très grave de dire ça. Vous les accusez... S'il vous plaît, on a laissé parler les gens à un moment. Quand vous partez, vous arrêtez pas. Excusez-moi, je peux répondre à Gilles parce qu'il a... Non mais Gilles, juste, c'est quand même horrible de se servir de tels drames comme ce qu'il y a eu il y a 48 heures pour aller chercher des voix. Vous avez vu Manon Aubry là, qui est en train de faire la fête et qui il y a eu un drame et donc ils sont là et qui dit n'oubliez pas d'aller voter. Non mais les mecs, est-ce que je peux répondre à Gilles parce qu'il on aurait dit les mecs dans des sectes, vous savez, qui dit n'oubliez pas de payer votre cotisation. Non mais je vous dis mais vous êtes des fous. Ce n'est pas le fait d'avoir brandi le drapeau palestinien. Mais oui, c'est pas ça. C'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Il savait ce qu'il faisait. Il y a une volonté de passer pour un martyr, c'est exploité sur les réseaux sociaux. Il y a les propos de Guiraud. Tout ça, c'est orchestré. D'ailleurs, Guiraud, sur un plateau télé derrière, s'excuse auprès des cochons. Donc, il en rajoute. Il y a une volonté de démontrer certaines choses. C'est pas le fait de... Franchement, qu'on soit clair, c'est pas le fait de brandir le drapeau palestinien. Non, voilà, c'est ça. C'est la volonté de nuire à l'institution Assemblée nationale et de mettre en porte-à-faux la démocratie. Et quand ils appellent à des manifestations qui sont à l'arrache dans Paris le jeudi ou le mercredi soir pour des jeunes qui sont désœuvrés, qui ne comprennent pas le conflit actuel, ça c'est un problème pour notre démocratie tout entière et l'avenir de notre pays. Et ça, il le comprend pas. J'aimerais que Gauthier Lebret vous réponde. Ah, merci. Non, Gauthier, non mais s'il vous plaît. Il veut pas entendre. Gauthier Lebret vous répond. Parce que là où moi je vous rejoins, c'est qu'effectivement, tous les partis font de l'électoralisme. Tous les partis veulent aller glaner des voix, évidemment, surtout en période d'élection. La question, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller moralement pour capter des voix et pour capter un électorat. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Jusqu'à qualifier l'action du Hamas de légitime, jusqu'à dire que le Hamas est un groupe de résistance, jusqu'à refuser de le qualifier de terroriste, jusqu'à aller à un hommage aux invalides alors que les familles vous ont demandé de pas venir. Là, tu l'as mis en apnée, là, il est pas bien. Vas-y, continue, parce que là, non, mais voilà, il va falloir lui donner des bouteilles à aller. Et on parle de chaque côté de milliers de morts. De milliers de morts. Quand vous me parlez du Rassemblement national, citez-moi un exemple que le Rassemblement national aurait récupéré où on parle de milliers de morts. Je ne défends pas le RN. Je dis que ce que fait la France insoumise est sans précédent. Je dis que politiquement, ce que fait la France insoumise n'a pas d'équivalent. Vous avez le droit de défendre le Rassemblement national. Je ne défends pas le RN. Je ne défends pas le RN. C'est le seul prisme. Il a répondu à rien d'autre. Il a répondu à rien d'autre. Parce que vous n'avez pas d'exemple. Nadine, est-ce que vous voulez répondre à Gilles Verdez? C'est sans précédent dans la politique française moderne. Exactement. C'est sans précédent. Je voudrais rajouter un détail qui a son importance. Ce qui s'est passé là, c'est une stratégie politique de provocation et de surenchère. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'avaient pu déposer une liste pour les élections européennes, une autre liste qui s'appelle Free Palestine. Exactement, et qui est leur concurrent direct. Et donc, quand ils voient qu'il y a cette liste Free Palestine
qui est la même liste anti-Israël qui... D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on invite. On va inviter. Et en fait, ils sont obligés de faire de la surenchère parce qu'ils ont peur que cette liste Free Palestine, qui veut boycotter Israël, qui ne veut plus l'existence d'Israël, qui nie l'existence. Ah oui, c'est ça. Comme le Hamas. Et donc, ils veulent parler aussi. C'est la même. Pas sûr qu'on les reçoive. Bien sûr. Pour expliquer. Et ils sont candidats aux élections européennes. Ils ont réussi à déposer une liste. Non mais Rima C'est Hassan pour va ça peut-être qu'ils- perdre son siège de député Exactement, à cause cause du de ça. point que Free Palestine peut faire. Donc évidemment, ils vont aller de plus en plus loin jusqu'au 9 juin. Voilà, c'est tout De ça la est mer au écrit Jourdain. pour Et essayer c'est pour ça de qu'ils ne sont pas dans se la faire piquer surenchère. 0,5 ou 1%. Et ça- par Free Palestine. ou deux, ou Juste trois, un dernier quatre. exemple. Et les chéris, il le comprend pas, ça lui. Non, Vous mais voyez pas qu'il est. je peux lui donner un dernier exemple. Non, mais- Je peux lui non, je vais. Attends, On peut parler une seconde Je vais ou pas? je vais vous Ok, donner un allez-y. dernier exemple. Ercilia laissez parler Soudet, Gilles. députée La France Insoumise, vice-présidente du groupe d'études contre l'antisémitisme à l'Assemblée, ce qui est un comble total. Exactement, oui. A tenté d'inviter une membre du FPLP, organisation classée terroriste par l'Union européenne. Citez-moi un autre exemple, un autre parti qui a tenté d'inviter un membre ou une membre d'une organisation terroriste à l'Assemblée nationale. Ça n'existe pas, Ok, Gilles Verdez. d'accord. Ça Ça n'existe n'existe pas. Ok. Ça Vous n'existe répondez pas. jamais sur le Rassemblement national. Mais c'est là, pas le c'est sujet. vrai. Est-ce que je peux poser- C'est pas le sujet, c'est Regardez-moi la votre main, surprise. est-ce que je peux Je poser viens de une vous dire que question, tout le monde monsieur faisait le de l'électoralisme. J'ai une autre question. Est-ce que je peux poser une Votez en question touche parce que vous êtes gêné. Juste Jean-Michel, juste un petit mot sur. Parce que je sais que depuis tout à l'heure, tu regardes, tu te régales, toi. Bah non, parce que je trouve que c'est une hypocrisie totale, parce que Ah oui. on te pose des questions et tu continues dans ton truc, genre... Alors qu'il a répondu à tout. Hein. Il a répondu à tout. Là, il te pose Il une parle un question quart d'heure, et tu moi je fais, parle 3 secondes. Tu veux que je fasse quoi? Réponds. Mais répondez. Citez-moi d'autres exemples. Les bonnes questions, il est très intéressant. Est-ce que je peux poser une question, monsieur le député? Dernière question après. La réalité des choses. Monsieur le député, moi j'ai une question. Vous dénonciez les manifestations à la République, etc. Comment aujourd'hui... Non, j'ai pas dénoncé les manifestations. Les débordements sur le périphérique, etc. On est d'accord. Comment aujourd'hui les gens qui dénoncent ce qui s'est passé à Rafah, qui soutiennent le malheur du peuple palestinien, peuvent s'exprimer s'ils ne peuvent pas manifester? Mais tout le monde a le droit de manifester dans notre pays. Ah non, vous venez de dire que non. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit les débordements qui vont avec et la manière dont ils organisent ça. Parce qu'ils vont sur le périphérique, vous savez très bien Non, que une c'est... manifestation, ça Les s'organise. débordements, il parle des débordements. Mais Ils j'ai ont bien compris. tout à fait le droit, les gens. Je vous explique. Mais tu joues sur les mots. Bien sûr que les gens ont le droit. Mais il y a des propos antisémites et puis il y a des C'est débordements. pour ça C'est ce qu'on est en train de te qu'on n'y dire. va pas non plus. On m'a posé la question de pourquoi je ne l'ai pas, par exemple, dans les manifestations de soutien au peuple palestinien. Il est pour les. Bien sûr, tout le monde a le droit de manifester. Dans ces manifestations, Ah oui. on a des propos antisémites. Voilà, Des propos qu'on doit tous dénoncer. Qu'ils soient antisémites, anti-islam, anti-chrétiens, anti-religion, c'est interdit par la loi. Exactement. Et c'est un délit. Voilà. La réalité, Tout c'est simplement. qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est qu'ils ne respectent pas la loi. Et c'est leur volonté. J'ai été vice-président de la commission d'enquête sur les dérives des manifestations. C'est leur choix. C'est de dire on organise notre organisation, du moins de réponse et de révolution civile contre le peuple, contre le gouvernement en place et les droits qui ne sont pas garantis pour eux, parce que soi-disant, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et autres, ça ne suffit pas pour démontrer que dans notre pays, on est libre de manifester et il faut protéger et le manifestant et la personne qui est à côté. Je rappelle que quand il y a des débordements, ça vient de l'extérieur et c'est important de protéger aussi les manifestants. Donc si on ne les protège pas et qu'ils ne déclarent pas, la manifestation n'a pas lieu. Je voudrais remercier Ludovic Mendes, je voudrais remercier Nadine Morano. Merci de Nadine. votre invitation. Vous êtes resté longtemps. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, vraiment Ah moi aussi, oui. j'adore. Venez quand vous voulez. Et Gauthier Lebray, bien entendu. Un génie. Vous restez, oui. Je reste. Ah oui, merci. Il se croit dans question pour un champion, lui. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous dans un instant. Encore? Ouais, ça continue. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout de suite. Il y a une très mauvaise nouvelle. On est en direct de Touche pas mon pote. Juste après Touche pas mon pote, c'est du à Mongeville, bien entendu, sur C8. Les chéris, ce soir, on a des cadeaux à vous offrir grâce à notre partenaire Crêpe Touch, le spécialiste des crêpes et des gaufres. Ils ont même mis une crêpe à mon nom. La Baba Nofi. Ah, je vous le dis. Pour participer, vous flashez le QR code qui s'affiche sur votre écran ou rendez-vous sur le compte Insta de TPMP TV. Et avec Crêpe Touch, on a décidé de vous régaler puisqu'on vous offre, écoutez bien, le robot multifonction du valeur de 1 300 €, que tout le monde s'arrache. Le fou, là, exceptionnel. Il cuit, il mixe, il fait tout. Tu peux même, il te bouffe le cul même. Et à ça, on ajoute un an de repas chez Crêpe Touch pour vous régaler avec des recettes sucrées. Et ça, c'est que du kit. Merci à Crêpe Touch. Allez, Gilles Verdez, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Parce que Paris, ça y est, a un titre. La ville de Paris a un titre. Sachez qu'au cours du mois dernier, les chéris, Paris est devenu
la ville la plus embouteillée du monde. Ça y est, on a un titre. Eh oui, Gilles Verdez, encore une fois, c'est quand même, il est toujours dans le vrai. C'est incroyable. Hein. Et oui, on est passé devant Londres, on est passé devant New York. Paris est devenu. Mais oui, on est devant tout le monde. New Delhi, ils sont 6e, on est bien devant. Vous êtes fous, quoi. On est devant Mexico, on est devant tout le monde, frère. On est une fierté mondiale. T'arrives, T'arrives, voilà, grâce à Anne Hidalgo, on a eu un titre. Non, mais c'est incroyable. Hein. Grâce à Gilles Verdez, les amis de Gilles Verdez, on a eu un titre. Je suis un ami de Gilles Verdez. Oui. On est la ville la plus embouteillée du monde. C'est quand même incroyable. Deuxième info pour vous. D'après l'étude d'une ONG, sur l'eau de la Seine, la baignade est toujours impossible. Deuxième info, Gilles Verdez. Merci. Voilà. C'est bientôt la baignade d'Anne Hidalgo. Exactement. Mois de juin. 23 juin, je crois. 23 juin. Fin juin. 23 juin, elle va se baigner, puis 24 juin. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'elle sera encore en vie. Ce qu'on lui sait. Tiens. Des pièges connectés pour se débarrasser des rats dans le 17e arrondissement de Paris. Ça continue pour vous, Gilles Verdez. Hein, voilà. Donc voilà, regardez, il y a maintenant des nouveaux trucs, des pièges à rats connectés qui font leur apparition dans les rues de Paris. Vous avez vu ce qu'on est obligé de faire. Donc, 3 infos. 3 en une. Et 3 en une dans votre gueule. Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors la première info sur les embouteillages, c'est complètement bidon. C'est un index de congestion du trafic. Allez, c'est bon, on l'arrête là. C'est bon, on l'arrête là. On est d'accord. Moi, je suis pour l'arrêter définitivement. Mais... Non, mais merci. Non, en plus, c'est pas vrai. Gilles, s'il vous plaît, un grand démocrate, lui. Hein. C'est pas vrai, c'est pour la vanne. Il peut faire des vannes, ça va. Pour la vanne, j'adore quand vous êtes là. Bien sûr, on adore. Permettez d'être bon. C'est pas réciproque. Non, mais je sais, je comprends après la fessée. Non, mais Gilles Verdez, rigolez. Soyez un peu sérieux, Chilou. Mon chéri, on te donne des chiffres qui sont dans le monde entier. Oui. Tu les contestes, arrête un peu. Bien sûr, j'ai tout étudié. Il n'y a même pas l'Aucaire, qui est la ville la plus embouteillée au monde dans votre indice. C'est bon, je peux plus. Et ce qui est terrible, c'est que Gilles a essayé de nous faire croire depuis des années que grâce à la politique d'Hidalgo, ça allait être pour la nature, pour l'environnement, et que les dernières études montrent qu'une ville embouteillée comme Paris crée 4 fois plus de pollution qu'avant qu'on crée le plan d'Hidalgo pour la circulation. Voilà. Et en plus, les voitures ne circulent pas, ça ne brasse pas l'air, et donc c'est une ville qui est en train de pourrir sous le dioxyde d'azote. Il n'y a pas de vélo parce qu'il pleut depuis un an là sur Paris. Donc il n'y a pas un vélo dans Paris. Et moi, j'ai mis 47 minutes pour faire 1,8 km. Et 47 minutes, la voiture, elle tourne. Tu les as fait à pied ? Je les ai fait en voiture, mais c'est pas une vanne. Il a raison ce qu'il dit. Parce que même les start and stop sur les voitures, ils s'arrêtent plus parce que tellement que tu niques ta batterie. La voiture, elle tourne en continu et tu as des pistes vélo. Et moi, je demande à Anne Hidalgo pendant les Jeux Olympiques qu'elle enlève ces plots là de 15 mètres de large pour faire passer des vélos. Il n'y a pas un vélo. Je vais vous faire des vidéos, moi. Un jour, je vais filmer les pistes cyclables. Il n'y a pas un vélo. Un vélo, il tombe des cordes. Tu crois que les mecs ils vont prendre leur vélo? Il n'y a pas de vélo. C'est ça. Non, mais moi, il y a un con comme moi qui peut prendre un vélo. Moi aussi, je suis à vélo tous les jours. Même les rats sont en train de s'équiper de masques tellement c'est pollué à Paris. Même les rats vont peut-être partir à cause de la pollution d'une Verdez. Donc je vous le dis, on va se débarrasser des rats grâce à la pollution. C'est peut-être la stratégie d'Anne Hidalgo. On ne sait jamais. Non, mais c'est incroyable. Ils les prennent même pas les pistes cyclables. Alors, est-ce qu'on va écouter Gilles Verdez? Tiens, encore une fois. Sur le deuxième sujet, la bactérie. La bactérie, bon, c'est un épiphénomène. Oui, il y a encore quelques pollutions à l'E. coli. Oui, mais grâce au l'E. coli, bah oui, la fameuse bactérie. Le seuil, c'est x2. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a encore quelques pollutions. C'est x2. Non mais Valérie, il est pas sérieux ce mec. Non mais c'est rien. C'est un sketch, fait exprès. Non mais c'est un sketch ce gars, c'est Roland McDan. Là. En fait, je vais vous expliquer le bassin de rétention d'eau. Arrête un peu. L'E. coli. Quoi, on va avoir le torticolis? Non. L'E. coli, c'est dangereux. Anne Hidalgo va se baigner avec Comas. Le cerveau. Avec Comas. Je ne mésestime pas, mais le bassin de rétention d'Austerlitz va maintenant entrer en fonction et dans quelques semaines... Quelqu'un, s'il vous plaît. Dans quelques semaines, les épreuves olympiques du triathlon et de l'Olympique... T'entends qui? T'écoutes qui, toi? J'écoute qui? T'écoutes pas... En fait, les études, tu les fous à l'eau. Pourquoi vous écouteriez plus l'ONG Surfrider que toi? Non, pas que moi, que les institutions qui ont investi 1,4 milliard pour rendre l'eau de la Seine et de la Marne propre. Parce que les institutions, ils vont passer. Ils vont pas se ridiculiser en disant qu'ils ont dépensé 1,4 milliard pour rien. On a fait 1 million de Français et on est dans la merde, mais qui est con? Non, mais sans rigoler. Plus que les institutions. C'est pas Ah oui. Mais lui, non, mais laissez, sans rigoler. C'est pignon. Ah oui, c'est pignon. C'est pignon. L'info, c'est qu'on a dépensé 1,4 milliard pour 4 semaines. C'est de l'argent bien utilisé. 4 semaines de JO avec 2 sauts de l'ange, un looping, 1,4 milliard. Mais ils font même Il n'y a pas autre chose à foutre avec 1,4 milliard. Gilou, cette ONG, elle travaille N'appelez pas Gilou, parce qu'en général, c'est une familiarité que je n'accepte pas.
Tu sais quoi Le problème, c'est que j'ai voulu être très charitable parce que je te voyais tellement en difficulté depuis le début de l'émission. Ouais, c'est vrai. T'es sous l'eau, t'es en train de te noyer, je te tends la main, tu la veux pas. C'est pas grave, reste sous l'eau. C'est pas grave. Continue à te noyer. Donc je disais que cette... Non mais... Continue à te noyer. Je fais le rat. Je te disais que cette ONG, ça fait 8 mois qu'elle travaille. Ça fait 8 mois qu'elle travaille et que tous les 15 jours, elle fait un prélèvement et que tous les 15 jours, il n'y a pas de bon taux. Ça vous paraît pas bizarre, 8 mois qu'elle travaille comme par hasard, ils travaillent au moment des Jeux Olympiques comme par hasard pour démonter les Jeux Olympiques. Mais non mais t'es comme les parano qui disent comme par hasard, on surveille. Et les motivations des gens, ça vous intéresse pas? C'est une naïveté confondante. Quand on croit que sa meuf, elle part 6 mois au Sénégal pour aller trier les babouches, c'est bon, on se met tout petit sur la crédulité. Excusez-moi, vous pouvez dire qu'elle va 6 mois au Sénégal, mais trier les babouches, je suis pas sûr que toi elle trier les babouches au Sénégal. Ça me paraît un peu... Il s'en fout qu'il y a pas 6 mois, mais pas les babouches. C'est elle qui lui dit ça. Je vais aller trier quelques babouches. Parce qu'elle pourrait venir, ouais, c'est vrai, mais parce qu'elle va aussi en Tunisie, à Djerba pour moi, pour me trier mes babouches, exactement. Bien. Alors, juste petite bonne nouvelle, le président du PSG, Nasser El Khelaïfi, a été élu dirigeant de l'année. Voilà. Et ouais, dirigeant de l'année. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Vous avez quelque chose à dire? Ça aussi, c'est un faux bail? Non, merci. En fait, c'est les Glober Soccer Awards. C'est la 3e cérémonie après le Ballon d'Or et le joueur FIFA. C'est magnifique. Ça a été créé à Dubaï et maintenant, il y a la version européenne qui était en Italie, je crois en Sardaigne. Et donc, il a été élu président. Et ça représente beaucoup parce que c'est le public qui désigne les nominés. Et ce sont les gens du football, joueurs, entraîneurs, etc., qui désignent le lauréat. Donc c'est une vraie belle récompense. Ouais. Malgré le fait qu'Hidalgo lui ait mis des bâtons dans les rues au Parc des Princes. Là, quand on était les roues, pas les rues, connard. Elle a massacré. Il a tout lâché sur toi. Elle t'a massacré. Il a tout lâché sur toi. Et c'est lui, je vais me le faire, lui. C'est dramatique. Alors, les chéris, juste petite info, avant qu'on accueille Michel. Alors, je vous le dis, l'été, selon des experts, cet été devrait être le plus chaud que jamais connu en Europe. Sachez, oui, parce qu'apparemment, Daniel Moreau va faire toute l'Europe. Donc, les chéris, non, mais c'est vrai, ça va être un truc de fou. Ça aussi, c'est une fausse info, ça? Non, c'est une bonne info. Ah oui, d'accord. C'est pas encore des prévisions. Merci. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est pas encore des prévisions exactes. Mais c'est bon. une forte tendance qui se déroule. Effectivement, la canicule risque de brûler pendant les Jeux Olympiques, effectivement. C'est ouf, hein. On ira se baigner dans la Seine. Les chéris, on va passer au point people et on marche sur la tête, bien entendu, avec Michel Marie. Mais juste avant, dans son marche sur la tête, d'ailleurs, j'avais une petite info. Sylvie Tellier, vous savez, la patronne de Miss France, qui fêtait d'ailleurs hier ses 46 ans, je l'embrasse, Sylvie, bon anniversaire, elle a dit qu'elle a déjà surpris des candidates de Miss France dans les toilettes avec des membres du jury. C'est un truc de fou, ça. Oui, non, mais ça c'est une vraie info. À 20h57, moi, c'est l'info que j'ai le plus retenue aujourd'hui. Gilles Verdez, vous qui avez toutes les infos, puisqu'il était Monsieur Pipi, là-bas. Ouais, elle donne pas de nom, mais elle dit de grands acteurs, de grands chanteurs, de grands réalisateurs. Donc ça fait beaucoup. Comme elle était à la tête de l'institution, elle dit que quand elle allait aux toilettes, elle croisait des gens. Et elle dit même, les hommes de pouvoir, le pouvoir de ces hommes peut faire tourner la tête des Miss. Donc elle ne nomme personne, mais on sent quand même qu'il y a eu dans les arrière-cours de l'élection de Miss France des choses pas très nettes. Alors là où c'est compliqué, c'est qu'elle évoque MeToo. Donc MeToo, on se dit absence de consentement, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Chaud. C'est mélangé. C'est chaud, c'est très chaud. Alors est-ce qu'elle va aller... Alors, elle va venir la semaine prochaine. très bien. Sylvie, elle est invitée, notre invitée. Non, mais c'est incroyable, cette histoire. Ah oui, elle dit que quand j'allais aux toilettes, je voyais des Miss qui accompagnaient, qui étaient en compagnie de membres du jury masculin. Carrément. Donc, elle devrait surtout dire des noms, parce qu'autrement, elle jette le discrédit sur l'ensemble des candidates. Parce elle que... ne nomme pas. Ah oui, elle dit on le savait. Elle peut pas. Elle peut pas. Mais elle ne nomme pas. Elle peut pas, les mecs, elle peut pas. C'est chaud. Qui a déjà été membre du jury ici? Bernard Montiel, voilà, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours là, on l'attend pas. Toujours là, on l'attend pas. Non, mais c'est incroyable. Hein. Franchement. J'y étais à l'époque. Quoi, c'est vrai? Oui, oui. Et alors? Et alors, c'était formidable. Quoi, c'était formidable? Qu'est-ce que...
Apparemment, lui, il a suivi Geneviève de Fontenay aux toilettes. Mais non, elle faisait dans un seau, Geneviève de Fontenay. Qu'est-ce qu'il y a? Elle faisait dans un seau, Geneviève de Fontenay, derrière les robes. Derrière les robes, Parce qu'elle n'avait pas le temps d'aller aux toilettes. Oui, c'est vrai. T'as vraiment toujours des infos croustillantes. C'est vrai? Elle sait exactement qui et où les gens vont faire pipi. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ça, c'est une vraie info. Quel talent. Mais quel talent. Elle l'avait raconté, Geneviève. Les chéris, allez, Michel Marie est arrivé. On va parler de ces deux adolescents de 15 ans qui agressent violemment un conducteur de 99 ans et qui lui vole sa voiture. Non, mais... C'est que cette histoire encore. C'est passé à Toulouse, à côté de Toulouse, dans le quartier des Minimes. Ouais. C'est effectivement un monsieur de 99 ans qui partait faire ses courses avec sa voiture, une toute petite voiture, une Kia. Et au moment où il est sur le point de démarrer, il est agressé par deux jeunes garçons qui très violemment l'ont extrait de sa voiture, l'ont jeté au sol. Il y en a un qui s'est mis derrière le volant, l'autre en passager. Ils ont démarré. Le vieux monsieur, malgré l'agression, a essayé de s'accrocher à la portière de son véhicule, dans un geste un peu désespéré. Il a lâché assez rapidement. Il était blessé, mais pas grièvement. Et alors, évidemment, il y a des témoins à cette histoire, à cette scène. La police est alertée, la police arrive sur place. On porte secours, évidemment, en priorité à ce monsieur, mais une fois de plus, il n'a pas été blessé gravement, et tant mieux. En revanche, les policiers, eux, se mettent en patrouille, retrouvent un premier individu qu'ils interpellent. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans, archi connu des services de police. Et ils continuent leur patrouille et ils voient un espèce de dingue qui fait du rodéo avec une voiture qui correspond à celle qui a été volée. Donc, à la vue des policiers, le conducteur, qui était donc le complice, prend la fuite. Il n'a pas été loin parce qu'il s'est encastré dans le mur d'une maison. Et après, il a essayé quand même de se sauver en courant et il a finalement été rattrapé. Et les deux sont à 15 ans, ils ont 15 ans tous les deux. Ils sont connus des services de police pour vol de voiture, conduite sans permis, etc., etc. 15 ans. Catastrophe. On va parler de ce lycéen soupçonné d'avoir poignardé sa professeure d'anglais qui est mise en examen pour 3 tentatives d'assassinat, en fait. Oui, alors on en parlait hier. Bien sûr. On était uniquement sur cette professeure d'anglais, une femme d'une 50aine d'années, qui, au début du cours, à 9h et quelques, 9h15 ou 9h30, je ne sais plus, est agressée tout de suite à l'ouverture du cours par un de ses élèves de 18 ans dans une classe de terminale, un garçon qui s'appelle Damien. En réalité, on découvre par la voix du procureur de la République qui a fait une conférence de presse que non seulement il a agressé cette professeure d'anglais, mais il a également agressé au couteau 2 autres de ses camarades dans la classe, dont un qui a dû se défendre avec une chaise. Ils n'ont pas été blessés gravement, mais ils ont quand même été touchés avant que le fameux Damien ne prenne la fuite et soit interpellé. Il est placé en garde à vue, il reconnaît les faits. Ses explications sont confuses. Il dit qu'il avait prémédité son crime, d'où la mise en examen pour triple tentative d'assassinat. Assassinat, ça veut dire préméditation, meurtre avec préméditation. Donc triple tentative d'assassinat. Il n'avait pas projeté en particulier de s'en prendre à cette professeure-là. Il l'a fait un peu par hasard parce que c'était la première qui donnait un cours ce jour-là. Sinon, ça aurait pu être un autre professeur. Il a également expliqué qu'il a attaqué un professeur parce qu'il voulait voir l'effet que ça faisait de tuer. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième raison, c'est qu'il s'en prend à un professeur parce qu'il est certain qu'on va parler de lui et que ça va être médiatisé. Il dit, c'est quand même, c'est pas un prof, c'est pas mal. C'est son expression. C'est incroyable. Et bon, clairement, il a des troubles graves de la pensée ou de la réflexion. Et donc, il a été, à l'issue de sa garde à vue, mis en examen pour le triple tentative d'assassinat. Et il a ensuite été écroué. Il explique qu'il a déjà eu des pensées criminelles, il est en terminale là, des pensées criminelles en 5e. En 5e, il a eu des pensées criminelles à l'encontre d'un élève qui était dans sa classe. Et il a pensé, lui, je le tuerais bien. C'est ses premières pensées criminelles. Il a même envoyé un SMS à un de ses amis pour dire qu'il allait, bientôt, on allait entendre parler de lui. C'est incroyable. Donc ça pose d'énormes questions sur le profil. Effectivement, il était inconnu des services de police. Mais ces troubles psychologiques qui n'avaient pas été détectés avant, ça pose quand même d'énormes problèmes. Parce que le passage à l'acte, là, est soudain et brutal.
il y a, dans les établissements scolaires, il y a ce qu'on appelle une fouille à vue, mais on ne peut pas fouiller dans les affaires. Et il avait caché... Moi, je te coupe, mais il y avait 2 couteaux. Ouais. Il avait un deuxième couteau dans son cartable. Ouais. Quand il laisse un couteau sur place sur les lieux d'agression. Il saute par la fenêtre lorsqu'il comprend que la police va arriver. Et quand il est interpellé, il est en possession d'un autre couteau qu'il avait acheté 3 ou 4 jours auparavant. Et très bien caché, et très bien caché dans ses affaires. On va reparler de l'affaire Lina, puisque l'affaire Lina n'a pas fini de faire parler, puisque la jeune fille a disparu depuis le 23 septembre 2023, toujours pas retrouvée. Sa mère ne perd pas espoir, elle reste persuadée que sa fille est vivante et même séquestrée quelque part. Elle a d'ailleurs participé à l'émission de Julien Courbet, Appel à témoins. Regardez. C'est très fort. Cet appel à témoins de la maman de Lina, Michel, elle est persuadée qu'elle serait encore vivante. Alors, elle est persuadée, et je pense que c'est son moteur. Bien sûr. On pense fort à elle. Tant qu'elle n'a pas la preuve du contraire, elle est persuadée que sa fille est vivante, qu'elle est retenue, qu'elle a été enlevée, qu'elle est retenue quelque part. Et on ne peut pas l'exclure de toute façon, donc soyons positifs. Mais donc, effectivement, elle participait à cette émission. Et peut-être pas pour rien, parce qu'il y a eu un témoignage important. Je ne sais pas comment vous avez envie qu'on raconte cette histoire. Comme vous le sentez. Comme je le sens, alors je le sens bien comme ça. En fin d'émission, un chef d'entreprise a téléphoné de façon anonyme, en tout cas à ma connaissance c'était anonyme, pour dire que très curieusement, un de ses employés avait disparu aux alentours du 23 septembre, donc de l'année dernière, et il habitait juste à côté du domicile de cette petite Lina. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Mais en tout cas, c'était un salarié qui était en CDI depuis 12 ans dans l'entreprise, qui s'est littéralement volatilisé et qui habitait juste à côté du domicile de Lina. Donc, ça mérite... Et à la connaissance, en tout cas, de sa mère, qui se plaint d'ailleurs de ne pas avoir d'informations, elle ignorait totalement l'existence de cette disparition. Incroyable. Alors, la vraie question qu'on se pose, mais je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que les enquêteurs, les gendarmes, sont au courant, enfin en tout cas étaient au courant, maintenant on sait qu'ils vont l'être par l'intermédiaire de cette émission d'M6, mais depuis le mois de septembre, ce monsieur qui se serait volatilisé, c'est quand même étonnant. Ça, franchement, c'est une vraie info quand même, Gilles. Oui, c'est une vraie info. Elle a balayé, en passant beaucoup d'autres hypothèses. Elle a balayé l'histoire de ce monsieur qui témoignait dans Appel à témoins. Vous savez, qui dit qu'il a vu Lina dans une Clio bleue passer lui faire un signe. Pour la mère de Lina, il est de bonne foi, mais ce n'est pas elle. Elle dit que les horaires ne coïncident pas. D'accord. Elle est revenue sur ce dont on avait parlé, les 2 motos volées, une moto volée dans le garage, la deuxième moto volée pendant qu'ils étaient en vacances. Elle dit ces gens savaient où nous étions, connaissaient la maison. Et elle relie tout ça, c'est sous réserve de ce qu'elle dit, elle relie tout ça au viol dont aurait été victime Lina, qui a été classé d'abord. Elle dit qu'elle voudrait que les 2 dossiers, celui de sa disparition et du viol, soient joints. Elle dit que là, il y a des choses bizarres sur le profil de ces 2 hommes. Voilà, donc pour elle, Lina avait été harcelée après avoir porté plainte. Et elle est certaine que quelqu'un sait. Elle dit Lina se sentait menacée. Elle ne me disait pas tout. Elle sortait beaucoup, elle ne me le disait pas. Mais Lina se sentait menacée. C'est vrai, non, mais là où tu as raison, Gilles, c'est que ces 2 dossiers de viol et le dossier de sa disparition, n'est pas géré par le même juge d'instruction. C'est une aberration. Parce que je ne dis pas qu'ils sont liés, mais en tout cas, il faut que les juges d'instruction qui ont en charge la disparition de Lina aient accès au dossier de cette plainte pour viol contre ces 2 individus. Ça me semble évident. Et on a appris que l'un des 2 avait des antécédents judiciaires. Il aurait laissé une femme abandonnée nue dans une forêt et aurait été pour ça placé sous bracelet électronique. Donc ça fait quand même un profil très inquiétant. On va reparler de Coé, parce que on va revenir sur ce nouvel élément dans l'affaire Coé. Gilles, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, les avocats de Sébastien Coé ont réagi notamment aux informations que nous avions données à propos du fait que Coé aurait refusé... C'est Coé, hein, c'est pas Coé. Que Sébastien Coé aurait refusé que ses équipes soient conservées par Énergie. Donc, si vous voulez, je peux vous lire le communiqué de ses avocats. Monsieur. Voilà. Donc, il est évoqué dans différents médias, en l'occurrence notamment chez nous, une proposition que Énergie aurait faite à Sébastien Coé afin de préserver l'emploi de son équipe, proposition qu'il aurait refusée. Il ne s'agit en aucun cas de la réalité.
Si tel était le cas, Sébastien Coé aurait privilégié cette possibilité plutôt que de saisir le tribunal de commerce. Alors en fait, c'est très important ça, parce que ça signifie, lui dit non, je n'ai pas émis la condition que je doive continuer pour que mes équipes continuent. Nous, Cyril, avec les équipes, on maintient nos informations, c'est-à-dire qu'il y a eu une proposition de la direction d'énergie pour que certains salariés ou beaucoup de salariés puissent continuer soit sur l'antenne, soit dans le groupe. Et Sébastien Coé, à notre connaissance, a dit non, c'est mon équipe, c'est moi qui les paye par ma société BioWare, donc c'est tout le monde avec moi ou personne sans moi. Voilà. Alors, mais c'est un élément. Est-ce que c'est un élément vraiment important, ça? En tout cas, il faut qu'on donne le communiqué de ses avocats, parce que c'est important, même par honnêteté éditoriale, c'était important de le donner. Mais nous, on maintient nos informations. Voilà. Oui, Michel, d'autres choses? Bon, moi, je n'ai pas trop de commentaires à faire sur cet aspect commercial de ce dossier. Mais je note simplement que ces avocats ont mis une pièce dans le jukebox. Alors qu'ils ne veulent pas qu'on évoque trop l'histoire de Sébastien Coé, et en faisant un communiqué... Vous les avez eus, vous les avez eus, ces avocats? Non, je ne les ai pas eus, mais enfin, je sais qu'ils ne souhaitent pas communiquer, et répondre par voie de communiqué, forcément, on reparle de l'affaire de Sébastien Coé. Donc, après, je ne sais pas... je n'ai pas de détails particuliers sur l'affaire commerciale. D'autres choses, Gilles, sur cette affaire? Parce qu'il y a aussi une affaire de piscine. Sébastien Coé, c'est quoi cette affaire? Alors, le village natal de Sébastien Coé a sa piscine à son nom. Voilà. C'est l'enfant du pays, l'enfant célèbre du pays. Cette piscine n'est ouverte que l'été. Donc, des habitants de cette localité ont demandé à ce que la piscine soit débaptisée. Et le maire de la localité, pour le moment, explique présomption d'innocence. Rappelons-le aussi, présomption d'innocence, malgré les mises en examen. Il faut qu'on le rappelle, bien sûr. Au nom de la présomption d'innocence, il ne débaptisera pas la piscine. Il attendra pour cela une éventuelle condamnation. Donc la piscine continuera à porter le nom de l'enfant du pays, Sébastien Coé. Voilà. D'accord. Voilà. D'autres infos sur l'affaire Coé qui rebondit tous les jours. Il en est où aujourd'hui? Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a payé la caution de 100 000 euros? Voilà. Est-ce qu'il a commencé à suivre des soins? Parce qu'il devait suivre également des soins, c'est ce qu'il avait dit. Alors, il a l'intention et commence à suivre précisément son contrôle judiciaire très strict, même s'il est très possible que ces conseils fassent appel. Le contrôle judiciaire... Le contrôle judiciaire, c'est immédiat? Oui. Donc là, il doit pointer quoi? Il doit pointer au commissariat, sans doute chaque semaine, je n'ai pas la précision. Il doit verser une caution de 100 000 euros. Il a versé la caution? J'ai pas la précision, il avait du mal à réunir la somme. De toute façon, il y a un délai pour la payer. D'accord. Il suffit de s'engager à le faire, et il a des biens propres, Bien donc sûr. dans le pire des cas, il sera Bien sûr. saisi, ou sa voiture, ou un appartement, ou j'en sais rien. D'accord. Et en tout cas, il s'est engagé à payer les... Mais en même temps, il fait appel de la décision parce qu'il considère... En réalité, on lui interdit d'exercer son métier, et donc c'est par son métier qu'il gagne sa vie. Donc il y a un moment où le chien se mord la queue, et il faut... serpent, non? Soit le serpent, si vous voulez, mais le chien aussi peut se mordre la queue, non. Moi aussi, je peux me mordre la queue. Donc oui, voilà. Je préfère pas voir. D'accord, oui. Et, oui. Ça s'appelle d'ailleurs précisément une caution pénale. C'est-à-dire qu'en échange de cette caution, comme la garde à vue s'était mal passée, qu'il a été mis en examen pour des faits lourds, en payant cette caution, en acceptant une injonction de soins, il a pu ne pas aller en détention provisoire. Voilà. Mais, malgré que la garde à vue soit mal passée, je ne vois pas le rapport avec la mise en examen. Très honnêtement, je ne saisis pas. La garde à vue s'est mal passée. Oui, non, mais ça, t'en sais rien parce que tu n'y étais pas. Mais, j'ai des informations, Michel. Non, mais moi aussi, j'ai des informations, si tu vas par là. Non, mais les mecs, alors, si vous avez des informations, donnez-les. On n'est pas là pour dire que j'ai des informations, je ne les donne pas. Mais je dis, je corrige simplement. Informations sur la garde à vue, il va donner les siennes. Vas-y, donne tes informations. La garde à vue s'est mal passée. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, mal passé? Ça s'est mal passé. Il n'a pas répondu du tout. Il a pris ça au début un peu à la légère. Il venait, lui, pour donner sa version. Il ne s'attendait pas à ce que le dossier soit si détaillé, à ce qu'il y ait eu tant d'auditions, notamment de membres de son équipe, à ce que la brigade des mineurs dispose de tant d'éléments. C'est vrai qu'il était très ému, qu'il a beaucoup pleuré. Face à ces éléments, on a les mêmes infos. Au matin du deuxième jour, il s'est effondré. Ça a été très compliqué pour lui. Oui. Devant les juges, ensuite, quand il a été présenté, il a gardé le silence, qui est tout à fait son droit. Et les faits étaient... Là encore, je te recoupe, excuse-moi, mais c'est la règle chez le juge. Je viens de dire, la première comparution...
Mais c'est pas une question de droit. C'est simplement le juge lui signifie la mise en examen en disant je vous réentendrai plus tard en première comparution. Donc on a l'impression qu'il a gardé le silence, qu'il boudait, qu'il machin. C'est pas vrai. Bon. C'est la règle. Et c'est comme de dire que parce que la garde à vue s'est mal passée, il a été mis en examen. C'est entièrement faux. Alors, ça n'a rien à voir. Juste, j'ai pas dit ça. Michel, on rappelle que là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Sébastien Coé, on rappelle encore une fois que pour l'instant, il est innocent. Mais il est innocent, il est présumé innocent comme toutes les personnes qui sont mises en examen sont présumées innocentes. C'est important de le dire. Y compris Sébastien Coé, mais je ne cesse de le dire. Quand on entend les gens, on a l'impression pour tout le monde que ça y est, il est condamné. Alors, on rappelle qu'il est innocent, mise en examen, ça veut dire qu'il va y avoir une enquête plus poussée. Et l'enquête se poursuit, peut-être qu'il y aura un non-lieu, peut-être qu'il sera poursuivi, peut-être qu'il ira devant un tribunal, peut-être qu'il sera condamné, peut-être qu'il aura une relaxe au tribunal. Enfin, toutes les hypothèses sont possibles. Mais je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne sait pas ce qu'il fait, il n'a jamais vendu de peau d'ours. Dans son contrôle judiciaire, il y a le fait, bien évidemment, de ne pas entrer en contact avec les personnes qui ont déposé plainte. Et également de ne pas exercer certaines activités pour éviter la réitération des faits. Dans son métier. C'est quoi les activités animateur radio. Ah bah oui, on l'a dit. Parce que les enquêteurs estiment que c'est dans le cadre de son métier qu'il aurait pu, j'emploie le conditionnel, rencontrer des jeunes femmes. Ah, parce que sinon, il va te sauter dessus. Merci Michel, merci Gilles. Allez, tout de suite, Mongeville.